On va passer donc à la présentation de retour d'expérience de bailleurs sociaux sur des opérations d'habitat inclusif en fonctionnement. Et je vais laisser tout de suite la parole à Gaëlle Contant, qui est la responsable du service innovation sociale et développement territorial à Actis. Donc, je vais vous laisser présenter déjà qui est Actis et puis votre fonctionnement sur, on va dire, l'habitat inclusif et votre politique menée par Actis sur le sujet. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je prends donc le contrôle, c'est bien ça, et je peux naviguer. Voilà. Oui, alors Actis, du coup, c'est un bailleur social, un OPH de l'agglomération grenobloise, vieux de plus de 100 ans, un parc de 12 300 logements et équivalent, un peu moins de 12 000 logements. C'est le premier bailleur de l'agglomération grenobloise. Le parc, du coup, est majoritairement situé en zone urbaine et 97% des logements se situent dans l'agglomération grenobloise et 50% de ces logements en quartier politique de la ville. Concernant les locataires de plus de 65 ans, environ 9 000 locataires sur les 28 000 ont plus de 65 ans, donc soit 35% des titulaires de baux et 15% de ces 28 000 locataires ont plus de 75 ans. C'est important parce que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne locale. Avant de témoigner de l'habitat inclusif que nous lançons et d'autres qui, euh, euh, qui sont organisés au sein du parc, je voulais vous parler un petit peu de la démarche globale dans laquelle s'inscrit en fait l'organisation de cet habitat inclusif, ce qui est important puisque du coup depuis quelques années, Actis s'est soucié en fait de cette problématique du vieillissement des locataires au sein de son parc et s'est doté d'une démarche globale qui consiste en créer un service de soutien à domicile des personnes âgées. Ce service a été structuré en lien avec les recommandations de l'OMS et en disant que pour un bailleur, s'il s'agissait de soutenir à domicile les personnes âgées, il fallait à la fois adapter l'environnement physique et à la fois adapter l'environnement social. Donc travailler sur ces deux dimensions-là. Et travailler d'une manière, et ça nous l'avons souhaité puisque cette démarche est portée au sein du service innovation sociale, dans une démarche d'innovation sociale. Donc en fait comprendre le besoin, comprendre l'environnement et adapter l'organisation de l'OPH à ces nouveaux besoins. Pour cela, il a été question de recruter une chargée de projet du bien vieillir chez soi, Jade Fauvergue, qui est ici avec nous et qui peut-être prendra la parole à certains moments pour compléter mon propos. Bonjour, Voilà. bonjour à tous. Salut. Pour détailler un petit peu plus l'approche, donc cette démarche globale, l'adaptation de l'environnement physique, il s'agit à la fois de penser l'adaptation des logements et de penser l'adaptation des résidences, mais de le penser de manière globale, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à cartographier les besoins, cartographier la cité, cartographier les lieux où il est intéressant de bien vieillir et faire en sorte que les travaux d'adaptation, à la fois des résidences et des logements, soient ciblés sur ces lieux-là. Mais en ce qui nous concerne là et concernant l'habitat inclusif, il s'agissait plus du coup de développer l'offre de services d'adaptation de l'environnement social. Ce qui nous a occupé, ce qui nous a questionné dans cette phase de repérage de besoins et de structuration du besoin, c'était de considérer que finalement, on ne peut pas disposer d'une offre parce que chaque offre n'est pas adaptée à l'ensemble des besoins des personnes âgées locataires du parc. Donc notre idée, ça a été de se dire, développons un maximum d'offres pour s'adapter le mieux possible aux besoins des personnes âgées. En gros, la colocation intergénérationnelle, c'est une solution intéressante pour le bailleur. Elle permet de lutter contre la suroccupation, elle permet de créer du lien intergénérationnel, elle permet d'offrir un logement pour les jeunes, mais elle n'est pas absolument pas adaptée à toutes les personnes âgées. Pas tout le monde ne souhaite partager son intimité au sein de son logement et dans son espace privé avec un jeune. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer plusieurs modèles d'offres d'habitat intermédiaire. Et il se trouve qu'en fait, au sein du parc, et depuis plus de 30 ans, existe un habitat inclusif qui s'appelle Vivre aux Vignes. Alors, les vignes, c'est une résidence composée de 5 bâtiments et 83 logements dans un quartier assez prisé de Grenoble, l'île Verte.
Et au sein de cet ensemble sont réservés un T7, qui est une colocation réservée pour 4 personnes, avec du coup des chambres, mais aussi un espace commun et collectif dédié, et 12 appartements de type T2. Les appartements de type T2 sont en gestion directe par Actis et le T7, donc la colocation, est en gestion par une agence immobilière à vocation sociale territoire. Ces espaces privés composent l'habitat inclusif, qui a à la fois une dimension du coup d'animation à vie sociale et partagée, avec une salle commune, une salle commune mais qui est la propriété de la ville, et à la fois une mise en commun de services et de maintien à domicile. Ce qui nous intéresse là, c'est vraiment le côté habitat inclusif, donc cette salle commune, donc le fait que l'association, depuis le départ, fait en sorte d'embaucher un animateur qui met à disposition du collectif concerné par l'habitat inclusif. C'est intéressant ce dispositif et nous, ça nous a énormément fait réfléchir parce qu'en fait, au fil des années, il a dû s'adapter aux différents financements, puisque financer un espace commun et un animateur, c'est pas facile, et c'était encore moins facile avant le financement via la CNSA. Donc, jusque dans les années à peu près 2017, c'était la ville de Grenoble, par l'intermédiaire du CCAS, qui finançait l'animation de ce lieu-là. Ensuite, une association a pris le relais. Ensuite, l'association a répondu à l'appel à projet de l'ARS et enfin a obtenu les financements de la VPI. Fort du coup de cette expérience et des résultats plutôt positifs pour les habitants, la volonté de la direction a été de dupliquer le dispositif. Donc, il s'agissait de pouvoir développer un autre habitat inclusif au sein du parc. Nous avons donc réfléchi un petit peu, fort de cette expérience, aux limites et aux bénéfices de l'habitat inclusif. Et on s'est rendu compte que dans l'imaginaire collectif, l'habitat inclusif, c'était vraiment une salle commune avec une résidence au-dessus et avec, dans cette résidence, en tout cas concernant les personnes âgées, hein, des logements réservés pour les personnes âgées qui pouvaient bénéficier des animations dans cette salle commune du bas. Et on s'est rendu compte que ça allait en contradiction un petit peu avec ce qu'on repérait sur le terrain, à savoir que les personnes, elles avaient beaucoup de mal à déménager de leur lieu de vie, puisque finalement les habitudes étaient prises, le voisinage était fait, les systèmes d'entraide étaient déjà créés, les habitudes aussi en lien avec les commerces, les pharmacies, les choses comme ça, le réseau médical était présent. Donc on s'est dit, pourquoi pas imaginer un habitat inclusif qui collerait au fait que les personnes n'aient pas besoin de déménager. Donc en fait, on a sélectionné, c'est vraiment une expérimentation, on a sélectionné un quartier dans lequel la proportion de personnes âgées était un peu importante, et on s'est dit qu'on allait imaginer au centre une salle commune, tout autour un périmètre de 150 mètres, dans lequel on pouvait inclure ces personnes dans l'habitat inclusif. La particularité du coup de cet habitat, c'est ça, c'est le diffus, en sachant que l'autre particularité, c'est forcément du coup, c'est de l'existant, puisque c'est du diffus, et c'est en QPV. C'était aussi original et c'était aussi intéressant par rapport à 2 aspects. On l'a dit tout à l'heure, la dimension partenariale est extrêmement forte dans l'habitat inclusif. Et il se trouve qu'on sait qu'en termes de développement local, les partenariats et s'appuyer sur les ressources locales est une dimension extrêmement importante. Donc on sait qu'en activant des partenariats dans le cadre d'un habitat inclusif, bénéficie forcément au quartier et donc bénéficie dans la manière de travailler dans ces quartiers prioritaires. Et la deuxième dimension intéressante, c'était la participation des habitants. Qui dit habitat inclusif dit forcément projet partagé par les habitants. Et on sait que pareil, dans ces quartiers-là, un des axes de travail, un des leviers, c'est de faire en sorte que les gens aient la parole, s'approprient leur projet et puissent le développer eux-mêmes. Concrètement, un quartier ciblé, je vous en ai parlé. Il s'agit du quartier Tessert de Grenoble. Alors, sur ce quartier-là, donc du coup, nous avions à disposition une salle commune. Vous l'avez juste là, en fait, c'est une image Google, mais vous l'avez à gauche, là, avec le rideau fermé. Voilà, c'est la seule photo que j'ai pu trouver. Nous avons tracé un cercle d'un périmètre de 150 mètres autour de cet espace partagé. Et nous avons considéré sur ce périmètre-là que vivaient 258 personnes et que sur ces 258, 77 avaient plus de 65 ans. Elles présentaient des degrés d'autonomie variés et nous faisions en sorte d'accepter tout le monde
tous les degrés d'autonomie confondus. Parmi ces 77 habitants, la tranche d'âge était quand même assez importante, c'est-à-dire qu'on part à partir de 65 ans, c'est à partir de cet âge-là que les financements sont débloqués, mais certaines personnes ont voilà, jusqu'à 103 ans. Et que du coup, il s'agissait de 30%, enfin les plus de 65 ans représentent 30% de l'ensemble des habitants du quartier. Donc un quartier repéré, une salle commune propriété d'Actis, c'était l'avantage aussi, nous avions une salle commune qui n'était pas utilisée. Là, je vous ai mis des activités, mais en gros, on voit une partie de la salle avec les baies vitrées au fond, et l'autre partie, c'est-à-dire en face, derrière, avec une cuisine et un bureau et des toilettes. Donc, en gros, 3 pièces, une grande salle, 30 mètres carrés, une petite pièce de type bureau, 10 mètres carrés, des sanitaires et un petit espace voilà, extérieur, puisque la salle se trouve en rez-de-jardin. Et une opportunité, puisque au moment où on nous a demandé de déployer ce dispositif, le département sollicitait les porteurs de projets via un AMI d'habitat inclusif. Donc, il s'agissait de déposer un dossier, de passer en commission et d'avoir l'opportunité d'être financé à la fois sur le poste d'animateur et le fonctionnement de l'habitat inclusif pendant 7 ans. Donc, c'est vrai que cette opportunité nous a vraiment permis de déclencher en fait la capacité à développer ce projet. Et il se trouve qu'on a fini par porter ce projet en direct, qui n'était pas forcément notre volonté au départ, mais considérant l'opportunité du besoin des financements, de la volonté de la direction, de la disponibilité de la salle, et considérant que nous avions sollicité plusieurs associations qui étaient en mesure de porter ce projet, mais qu'aucune d'elles n'a voulu se lancer, et pour plusieurs raisons, est-ce qu'on peut entendre, hein, parce que ce dispositif était nouveau et que personne voilà, ne le comprenait vraiment bien et qu'il fallait pouvoir se lancer pour l'expérimenter. Qui demandait quand même s'il est financé à 100%, une capacité de trésorerie pour embaucher l'animateur et pour développer le projet en amont. Et ça, on y reviendra. L'animateur, en fait, arrive une fois que l'habitat est constitué. Donc, en fait, il faut quand même pouvoir le préparer en amont. Et puis, le fait que cet AMI soit lancé, beaucoup d'associations qui pouvaient être porteuses avaient déjà été sollicitées. Donc, il y avait une concurrence assez forte entre bailleurs. Ce qui a été important en tout cas, ce qui est significatif dans ce lancement de projet, si vraiment on fait un retour d'expérience, c'est le temps de préparation que ça nous a demandé. Vous voyez que le fait de se lancer, les raisons pour lesquelles on se lançait étaient assez fortes pour nous dire qu'on investissait vraiment en préparation de ce projet. Les financements étaient débloqués à partir de janvier 2023 et donc nous avions toute l'année 2022 pour préparer le terrain, constituer le dossier, constituer le collectif et constituer sur quoi reposait notre projet. Dans un premier temps, il a s'agi de faire un diagnostic et de contacter l'ensemble des habitants de plus de 65 ans dans ce périmètre-là. Ensuite, il s'agissait de développer les liens avec les partenaires et de développer la qualification de ce projet. Qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il en ressortait. Et ensuite, de le lancer, c'est-à-dire de recruter l'animateur et puis de mettre en œuvre les projets. Cette présentation détaille un petit peu cette phase en amont, mais qui me semble quand même extrêmement importante parce qu'on l'a vu sur d'autres projets portés par des partenaires. Cette phase-là n'est pas mise en œuvre. Ça semble extrêmement difficile de développer l'habitat inclusif, d'autant plus en diffus. Donc, il s'agissait d'abord de rencontrer les habitants. Nous les avons interrogés, nous avons pris le temps de les rencontrer. Nous avons d'ailleurs sollicité des étudiants en stage et puis des services civiques portés par une association partenaire pour pouvoir rentrer en contact et comprendre en fait le besoin et comprendre aussi si elles étaient en capacité d'adhérer ou pas à ce type de projet. Et les éléments de bilan de ces premières rencontres et de ces premières études rejoignent énormément ce qui a été dit juste avant dans le retour sur l'étude faite. Donc du coup, je ne vais pas y revenir, mais on partage vraiment les résultats qui ont été donnés, par exemple sur le besoin de se sentir en sécurité. Nous, on n'avait pas forcément envisagé que ça serait un des besoins qui ressortirait en premier. Donc, c'est vrai que
penser une animation, penser un projet de vie collectif qui reposerait sur ce besoin de sécurité, c'était un petit peu complexe à envisager, en tout cas dans les débuts. Voilà, donc du coup, là, c'était un petit peu le résultat des études parce qu'il nous semblait important de pouvoir commencer à dessiner ce projet de vie partagée. Donc, qu'est-ce qui faisait commun chez les gens? Qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient du sens à se retrouver et à créer un collectif et à prendre plaisir à se voir et à imaginer une vie ensemble? On se rend compte que l'intérêt voilà, sur la marche à pied était connu, donc on s'en est servi en fait comme un point d'accroche pour commencer à constituer le collectif. On a mis aussi en place des temps collectifs, des temps de rencontre avec une communication individuelle, une communication par affiche. Bon, on peut constater maintenant avec du recul qu'on n'était pas forcément très très fort en matière de communication sur les débuts, mais on s'est repris un petit peu après. Et cette première phase a été aussi l'occasion de rencontrer l'ensemble des partenaires locaux. Et ce qu'on a constaté, c'était une forme de défiance vis-à-vis des partenaires, notamment des collectivités locales, sur la place d'un bailleur pour monter un habitat inclusif et aussi les financements dédiés à ce type d'habitat inclusif. Je m'explique, en fait, le fait d'œuvrer, de travailler en direction de ce public-là, des personnes âgées, est une... et fait partie en fait des actions menées par les collectivités locales sur lesquelles elles sont peut-être en attente de financement. Et le fait que du coup un bailleur arrive avec un projet qui potentiellement serait financé sur 7 ans avec la présence d'animateurs, considérant qu'il serait ciblé sur des locataires du bailleur social et dans un projet d'animation qui ressemblait du coup beaucoup au projet qu'eux pouvaient mener, a apporté énormément de scepticisme et de défiance vis-à-vis du projet. Donc, on a dû prendre énormément de temps à travailler avec ces acteurs-là pour leur expliquer le bénéfice de ce type de dispositif. Nous, ça nous a permis aussi de nous éclairer sur pourquoi un bailleur, quelle était la plus-value et qu'est-ce qu'on allait pouvoir apporter. On a fait en sorte de solliciter l'ensemble des partenaires locaux pour que si le projet naissait, il puisse vraiment avoir des appuis et des ressources nécessaires localement. Donc, ça nous a permis de définir ce qu'on mettait derrière cet habitat inclusif. Donc, qu'est-ce qu'on attendait vraiment? Donc, avec une partie, voilà, ce noyau dur d'habitants, 10 personnes, plus un animateur, avec toute une partie en bleu qui était de l'ordre du collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait ce projet de vie partagé, qu'est-ce qui fait le commun, qu'est-ce qui fait que du coup on a plaisir à se retrouver, qui fait l'âme finalement de l'habitat inclusif, en sachant qu'une partie, et comme c'est un habitat inclusif, on considérait que ça devait être ouvert en direction des autres habitants. Donc en fait, on aurait un noyau dur et puis un noyau, enfin la constitution d'un collectif un peu plus large qui pourrait aussi bénéficier de cette dynamique-là. C'est tout l'objet d'un habitat inclusif. Et puis toute une partie en fait de l'ordre du besoin individuel. Et donc, avec la place de l'animateur quand même assez centrale, je rejoins le fait que au niveau des dispositions réglementaires, l'animateur n'a pas forcément à agir sur le côté individuel et vie privée. On se rend bien compte que si on veut que ce collectif fonctionne, il faut bien prendre en compte les besoins de chacun, et pour ça, l'animateur est le mieux placé, et que cette dimension-là est quand même importante pour constituer le collectif et le faire évoluer et gérer les conflits, etc., tout ce qui a été dit avant. Ensuite, il s'agissait de développer cette dynamique de groupe, donc de commencer à proposer des actions qui pouvaient constituer une opportunité de se rencontrer. Donc, on a mis en place des ateliers numériques, certaines fêtes, certains types d'ateliers, voilà, toute une série de temps collectifs. Fort de toutes ces étapes qui ont été quand même très longues, qui ont demandé énormément de coordination, de temps de travail, etc., notre habitat était constitué, sachant qu'au début, il n'était absolument pas constitué de 10 personnes. Au début, je crois qu'on avait, correspondant aux critères, 6 personnes. C'est ça, Jeanne? Il me semble que c'est au départ. On avait 7 personnes, mais il y avait une dame qui n'avait pas encore 65 ans, mais qui avait quand même signé les papiers de l'AVP et qui est rentrée ensuite
dans l'AVP quand elle avait 65 ans. On était à 6-7 au départ. Oui, c'est ça. Donc, il s'agissait du coup de recruter un animateur, et comme on l'a dit tout à l'heure, et on partage vraiment ce constat, c'est un nouveau métier de l'animation. L'animation, c'est quoi? C'est créer un collectif, le dynamiser, lui donner vie pour que potentiellement il puisse vivre de manière le plus autonome possible dans sa dimension collective. Mais là, avec toutes les contraintes liées à l'habitat inclusif, donc avec un public cible, avec un besoin aussi de s'ouvrir sur l'extérieur, avec cette notion de confiance, de lien de confiance sur du long terme, et en même temps de pouvoir aussi justifier des financements, donc de répondre à certaines exigences, c'est vraiment un nouveau métier. On a essayé de développer une offre d'emploi pour pouvoir recruter cet animateur avec certains savoir-faire voilà, et le profil type. On a voulu s'orienter vers plutôt un profil type animateur que plutôt un profil de connaissance du public personne âgée. Il nous semblait plus intéressant d'avoir des compétences de base en animation et de pouvoir se documenter et se former sur ce public spécifiquement, plutôt que de connaître très spécifiquement ce public et de ne pas avoir ces bases-là en animation, parce qu'il nous semblait vraiment que cette fonction-là allait être fondamentale et très importante, et ça s'est révélé totalement vrai. Et il se trouve qu'en plus, on a trouvé quelqu'un qui était à la fois compétent en animation et qui avait une connaissance de ce public. Donc, c'était plutôt chouette. Le financement, pardon. Le financement, donc nous avons dimensionné notre habitat inclusif pour un groupe, un noyau dur de 10 personnes. Chaque adhésion de personnes nous ouvre droit à un financement de 5 000 € par an sur 7 ans. Donc, si nous remplissons l'habitat inclusif, donc si 10 personnes adhèrent au projet, le département nous verse une enveloppe de 50 000 € de fonctionnement sur 7 ans. Par contre, les personnes doivent répondre à certains critères, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir plus de 65 ans et être dans un périmètre de 150 mètres de la salle. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile de recruter 10 personnes qui correspondaient à ces critères. Donc, en fait, on étale le recrutement sur cette année. Donc, on a commencé, comme vous le disiez, Jade, à 7 personnes, dont une qui ne correspondait pas aux critères puisqu'elle avait moins de 65 ans. Et il se trouve qu'elle a eu 65 ans au cours de l'année. Et il s'agissait du coup de recruter 3 autres personnes. Faisant partie de constituant ce noyau dur. Et on est quasi en passe d'y arriver, c'est pas si facile, mais je pense qu'on devrait y arriver d'ici janvier. Excusez-moi pour les fautes. Alors, le financement s'ouvre au prorata du nombre de mois dont la personne, en fait, intégrera le dispositif. Si elle intègre le dispositif en septembre, on sera financé au prorata de septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois sur 12 pour une personne, donc 4 mois sur 12 de 5 000 €. Cette enveloppe-là est dédiée au financement du poste, donc là c'est extrêmement contrôlé, donc la fonction d'animation, et une part qui n'est pas très très importante finalement, de 5 000 € dédiés au fonctionnement, vraiment du petit matériel et de la prestation d'intervenants spécialisés. Du coup, quelques images pour illustrer quand même un petit peu ce que c'est que du coup notre habitat inclusif. Vous voyez à droite, en fait, voilà, la communication définitive. Il s'appelle maintenant le Café Club. Il a fallu travailler sur comment est-ce que du coup les personnes nous font confiance, qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans cet habitat inclusif, qu'est-ce qui fait que ça va les attirer, qu'est-ce qui fait que ça ne sera pas, ça sera intéressant pour elles de venir, en gros. Donc voilà, l'image prend beaucoup plus de place. Les activités sont citées, ça ouvre possibilité à venir et à découvrir et à pourquoi pas adhérer. À gauche, vous avez une image d'une sortie à la patinoire, l'importance aussi des sorties à l'extérieur. Voilà. Et juste devant, vous avez l'animateur. Le noyau dur, pour l'instant, est constitué du coup de 3 hommes et 7 femmes. 8 pour aujourd'hui relèvent des critères de l'habitat inclusif, comme je vous ai dit, à la fois l'âge et le secteur. Et ils ont entre 58 et 86 ans. Ça, c'est extrêmement intéressant. On vous en parlera tout à l'heure. C'est l'intergénérationnel dans l'habitat inclusif. Une personne de 58 ans n'a pas du tout les mêmes attentes, les mêmes besoins, la même vie voilà, qu'une personne de 86 ans. Là, c'est un exemple de programme chaque mois.
un programme est défini, à la fois par l'animateur et à la fois en fonction des besoins aussi des habitants et sur proposition des habitants. Et chaque mois, une réunion est organisée pour faire le bilan du mois et se projeter sur le mois suivant. On s'intègre aussi dans toutes les actions globales, nationales, mais aussi locales qui ont lieu. C'est vraiment l'opportunité d'aller rencontrer d'autres dynamiques locales, de s'intégrer à la Semaine Bleue, de rencontrer d'autres porteurs de projets, voilà, d'intégrer des conférences, notamment organisées et financées par la CARSAT. On se rend compte que tout ce qui est de l'ordre des activités liées à l'appropriation du numérique sont vraiment très bien, sont intéressantes pour les bénéficiaires. Voilà, le jardinage a bien marché aussi, c'est content. La gym douce en salle est aussi une activité qui est très prisée. Pour faire un point rapidement, du coup, sur les difficultés rencontrées, je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger cette première phase de démarrage du projet. Et donc, du coup, ça nécessite des moyens humains et financiers en amont du lancement qui sont importants. Et ces moyens-là ne sont pas financés. Alors, j'ai appris que peut-être le département allait lancer un appel à la gestion d'intérêt pour pouvoir financer cette phase de lancement sur les prochains projets. On a fait remonter ces difficultés-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin, nous, ça n'a pas été le cas. Que l'animateur, du coup, est recruté après tout ce travail de préparation. Donc, c'est vrai que c'est assez dommage, parce qu'on sait que c'est très important de pouvoir créer un lien de confiance avec les personnes qui adhèrent au projet, sauf que l'animateur intervient après, enfin, intervient en aval. Donc, en fait, il doit retisser un lien de confiance pour pouvoir intervenir. Bon, les moyens du coup d'investissement pour l'espace partagé, alors il y a des financements, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça pose, enfin voilà, c'est toujours questionnant et c'est toujours compliqué en tout cas à financer, notamment sur le fonctionnement. Ah oui, que l'AVP, du coup, est une aide personnalisée. C'est-à-dire que du coup, et nous, c'est ce qui s'est passé au lancement de l'habitat inclusif, les bénéficiaires ont reçu chez eux un courrier leur stipulant qu'ils bénéficiaient de l'AVP. Donc, ça a porté vraiment confusion et ça a questionné sur la place du bailleur. Voilà, pourquoi est-ce que du coup, à titre individuel, il recevait un courrier comme quoi il touchait 5 000 € dans le cadre de cet habitat inclusif, et pourquoi cette aide n'était pas reversée directement à eux, mais aux bailleurs qui étaient porteurs du projet. Donc, ça a vraiment porté à confusion et c'était compliqué en fait d'expliquer ce système et ce principe. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la méfiance des partenaires locaux. Je crois qu'on a passé ce cap-là et actuellement, ça va beaucoup mieux. Et sur cette première année de fonctionnement, qu'est-ce que on constate, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la solitude de la fonction d'animateur. Nous, ce qu'on préconise, c'est la création en effet d'un réseau local et pourquoi pas de l'analyse de la pratique entre animateurs. Donc, ça pourrait vraiment permettre de partager les problématiques et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Créer un collectif à partir d'individus qui sont recrutés, c'est toujours compliqué. Ça demande vraiment du temps long. Ça demande vraiment de pouvoir faire confiance au dispositif, faire confiance aux autres. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, et on l'a vraiment vérifié. Et puis gérer les conflits, on l'a aussi vérifié, des conflits ont éclaté au sein du collectif. L'intergénérationnel dans le projet, ça, on ne l'avait pas forcément bien repéré en amont. On ne propose pas la même chose à quelqu'un qui n'a pas encore 60 ans qu'à quelqu'un qui a plus de 80 ans. Mais en même temps, ça permet aussi de créer de l'entraide. C'est aussi intéressant. On communique, faire attention à la manière dont on communique en direction des bénéficiaires. L'idée, c'est de ne pas les stigmatiser et de pas en faire un tout, un bloc. Une personne âgée n'est pas que une personne âgée. C'est un individu qui se trouve est une personne âgée, mais qui est avant tout un individu avec ses problématiques, ses besoins, etc. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, le temps long. Et enfin, les avantages et les inconvénients de la gestion par un bailleur. Les inconvénients, à mon sens, mais déjà tu complètes, c'est que du coup, ça nécessite quand même des besoins très, très spécifiques, hein. Manager un animateur de l'habitat inclusif, c'est autre chose que des équipes qui s'occupent d'une gestion classique
d'un bailleur social. Ça demande aussi des équipements. On pense à la voiture, par exemple, s'il s'agit d'aller transporter. Alors, on peut utiliser les voitures des bénéficiaires, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir un véhicule. Donc, en termes d'assurance, comment est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on le réserve, comment, c'est le soir. Voilà, ça nous questionne vraiment sur notre organisation en tant que bailleur. Sur des procédures aussi, on n'est pas du tout habitué à fonctionner de cette manière-là. Rien que pour les RH, il se trouve que travailler, pourquoi pas en soirée un peu tard, pourquoi pas le samedi, et puis avoir un emploi du temps qui est extrêmement flexible. Voilà, comment s'adapter à tout ça. Et puis les moyens de paiement aussi. Il s'agit de pouvoir dépenser de temps en temps pour un goûter ou des choses comme ça. Faire appel à un producteur local, donc pas forcément passer par euh, bah voilà, voilà. Et les avantages, pour nous, en fait, c'est vraiment ressources, c'est-à-dire que du coup, on peut vraiment s'appuyer sur ce qu'on a capitalisé en matière de compréhension des personnes âgées pour pouvoir proposer d'autres types de services. Et on pense notamment à développer un bouquet de services en direction des seniors, la légitimité au sein de l'écosystème qui est en train de se construire. Donc là, on peut avoir aussi une place importante, comme il est en train de se construire, quelle est la place du bailleur par rapport au soutien à domicile. Voilà, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire et pas faire. Et puis, porter aussi un projet, une expérimentation sur du temps long, il faut quand même avoir les reins un peu solides. Ce qu'on va peut-être faire, c'est laisser la parole à Dynacité pour la présentation de leur opération qui est là plutôt à destination de personnes porteuses de handicap. Très rapidement, Dynacité, donc c'est l'Office public départemental de l'Ain. S'il est présent sur 5 départements, donc 4 départements en Auvergne-Rhône-Alpes, plus en Saône-et-Loire. C'est 28 000 logements quasiment en gestion, donc un bailleur d'une taille importante. Et puis, voilà, je vais laisser tout de suite à Pierre-Antoine Bouvard la présentation de l'habitat, enfin de la politique d'habitat inclusif au niveau de Dynacité. Merci. Donc oui, donc moi, Pierre-Antoine Bouvard, je suis chargé de secteur à Dynacité et moi, j'ai en charge la gestion de l'habitat inclusif pour Dynacité sur le territoire de Bourg. Donc, ce que je vais vous présenter, il y a certaines résidences que je gère, mais d'autres sont sur d'autres territoires. Donc, j'aurai un peu plus de mal à vous les présenter. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, à Dynacité, on a 4 résidences intergénérationnelles, donc les résidences Essor, une basée à Chalamont, une à Viria, une à Trévoux, et la dernière à Amberieu-en-Bugey. Donc là, c'est les résidences intergénérationnelles, comme son nom le porte. Elles ont une salle commune qui est partagée par l'ensemble des résidents des programmes Essor. Et on est en lien avec des partenaires. Donc nous, moi en tout cas, à mon niveau, je vais gérer tout ce qui est aspect technique du bâtiment et de la salle commune. Et après, on fait appel, nous, à des associations d'aide à la personne pour gérer tout ce qui est partie animation de ces salles, donc animation entre les résidents, gestion de la salle commune, c'est également eux qui la gèrent au niveau du mobilier, du nettoyage. Voilà. Donc nous, on va plus mettre à disposition notre savoir sur la partie technique, mais pour l'instant, on délègue toute la partie gestion de salle commune. Alors, je dis pour l'instant parce que nous, à Dynacité, là, on est en train de créer une filiale MyHop qui va inclure tout l'habitat inclusif. Donc, peut-être que ça aura le temps d'évoluer pour la suite. Voilà. Et notamment, on a également une résidence Cap Soleil. Donc, à l'intérieur, on a des locataires porteurs de trisomie 21. Vous pouvez le voir là sur la photo à droite. C'est un site qui regroupe 3 petits bâtiments de 4 logements. Donc, en tout, nous avons 12 logements. Nous avons 6 porteurs de trisomie 21 dans 5 logements, puisque nous avons un couple dans un des logements. On a un logement dédié à une personne à mobilité réduite et les 6 autres logements, des logements plus classiques. Voilà. Après, on a des projets futurs, notamment, alors là, je vais les découvrir pour certains, car ils ne dépendent vraiment pas de mon territoire, mais on a à Satoné-Camp, je vois un habitat inclusif à destination des personnes cérébro-lésées. Voilà, l'habitat intergénérationnel au plateau d'Hauteville, donc ça sera plutôt du type Essor, comme on a actuellement sur les autres communes, et pareil pour Yona.
Pour Cap Soleil, il me semble qu'on a une petite vidéo de présentation pour vous Oui, montrer un peu plus. Ouais, je vais partager tout ça. merci. Aujourd'hui, nous avons inauguré la résidence Cap Soleil, une résidence inclusive de 12 logements. Nous logeons dans cette résidence pour 6 logements des adultes porteurs de trisomie 21, autonomes, salariés, avec des logements ordinaires qui se sont engagés sur une charte de bienveillance. Nous avons également un tiers-lieu qui permet de créer du lien, de l'entraide, de l'écoute, du partage tout simplement. Et différents lieux comme des terrasses partagées à l'étage ou des endroits un peu plus intimes au niveau du rez-de-chaussée, des jardins partagés. C'est une des premières résidences inclusives de ce type dans le territoire, voire au niveau national, de par sa position, sa qualité et les services associés. Ce projet de résidence inclusive a débuté dans nos têtes de parents il y a bien longtemps. Puis en 2016, on a donc sollicité des bailleurs sociaux, les mairies, la presse, le département pour créer une résidence inclusive. Et là, Dinacité, tout de suite, sans aucune demande particulière, a dit oui. Nous, on part, on travaille cette aventure avec vous. Et donc là, c'était un vrai bonheur, vraiment. Et je crois qu'on remerciera jamais assez Dinacité pour ce travail qu'on a fait ensemble et pour cette écoute qu'ils ont eue. C'est une vraie réussite parce qu'il renvoie effectivement à pouvoir apporter une solution habitat à des jeunes adultes qui peut-être auraient eu des difficultés à trouver une solution logement dans un schéma un peu plus classique. Donc c'est pour nous presque naturel de participer à ce type de financement et à ce type de contribution, d'autant plus que cette résidence, encore une fois, était située dans le périmètre Action Cœur de Ville. Donc c'est pour nous une vraie fierté et les équipes d'Action Logement sont très fiers d'avoir contribué au financement de cette opération. Cette réalisation elle représente beaucoup d'espoir pour le département puisque nous sommes en plein cœur de nos compétences, le handicap, l'autonomie, l'aide aux personnes déficientes. Et je peux vous dire que nous recherchons, nous aussi, à faire en sorte que ces personnes porteuses de handicap puissent vivre le plus normalement possible. Et pour cela, nous avons mis en place au département tout un tas de dispositifs. Et il faut absolument que nous aidions ces personnes qui n'ont pas eu cette chance au départ de vivre normalement, de pouvoir améliorer leur parcours de vie et faire en sorte qu'elles puissent aussi créer du lien avec les gens valides, c'est ça le plus important et je pense aussi bien pour les uns que pour les autres. Cette résidence, évidemment, est un projet magnifique. Pour moi, ça représente l'avenir. Ça prouve que la société est enfin prête à s'ouvrir et à accueillir la différence. Donc je trouve ça absolument formidable. Et c'est, en tant que mère, bien sûr, peut-être mon souhait pour plus tard, que Valentine puisse être dans un endroit aussi bienveillant et aussi empathique, un lieu de vie où on a envie vraiment d'habiter. C'est une réussite totale, vraiment. Et nous parents et nos jeunes sont tellement heureux que je peux dire que là, on souhaite ça à tous les enfants porteurs de trisomie 21. Moi, vraiment, je souhaite ça à toutes les familles qui ont des enfants porteurs de trisomie 21. C'est un projet qui est très inspirant et notre volonté, c'est de le dupliquer, de le massifier. On a plein de projets dans les cartons. On est ravis et on a hâte de poursuivre notre action. Voilà pour la petite présentation du projet. L'idée, c'est que vous puissiez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette opération et les éventuelles difficultés, puisqu'on a vu, hein, tout n'est pas simple non plus dans l'habitat inclusif. Donc, je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc oui, on a rencontré des difficultés, notamment en amont de la mise en service de la résidence, notamment auprès du proche voisinage. Donc c'est vrai que les gens avaient des a priori quand ils ont su qu'à côté de chez eux, il y aurait des adultes porteurs de trisomie 21. Et ça a amené beaucoup de questions sur le fait comment aller vivre cette résidence. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas sur des résidences classiques. Bon, après, des fois, il y a des a priori sur l'implantation du bâtiment, mais pas liées, on va dire, aux personnes qui habitent dans ces logements. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette difficulté-là. Après, ça nécessite beaucoup de présence sur place et d'explications. Voilà. Après, par rapport au projet en lui-même, après la gestion de la salle commune, tout ça, c'est des personnes qui se connaissaient depuis la petite enfance. Donc, l'ensemble des porteurs de trisomie 21 se connaissaient d'avance. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, le lien social à créer entre eux, puisqu'il existait déjà. Donc, tout
tout ce côté-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas eu, contrairement au programme Essor, où on devait créer ce lien social entre les personnes qui ne se connaissaient pas avant l'entrée dans les logements. Donc ça a été plus facile de ce côté-là. Après, au niveau de, on va dire, la spécificité de la gestion, c'est qu'on va plus être en lien sur ce type de résidence, hein, en lien avec les parents. Donc, en fait, on passe par une association qui s'appelle Enfants Soleil 01. Cette association, les représentants de cette association sont l'ensemble en fait des parents de porteurs de trisomie 21. Donc nous, pour tout ce qui est technique, relationnel avec nos locataires, on passe beaucoup par les parents qui font le lien malgré qu'ils aient un logement indépendant, qui fassent leur propre vie. Ils sont beaucoup suivis par leurs parents. Et c'est vrai que pour nous, c'est une grande aide sur place. Et voilà, c'est encore... Il n'y a pas de lien directement avec les porteurs, mis à part quand je vais sur site où justement tout le côté qui se fait sur place, tout ce que je fais à distance via les parents, je le fais sur place avec les enfants porteurs de trisomie 21. Par rapport à l'opération, donc il était indiqué que c'est des logements qui sont dans une résidence, donc partagés avec d'autres logements sociaux. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Parce que vous m'aviez indiqué notamment qu'il y avait une volonté quelque part de mixer en fait, hein, les publics, et notamment sur l'implantation. Voilà, comment vous avez structuré un peu tout ça. Tout à fait. Donc en fait, dans les 3 petits bâtiments, donc il y a 4 logements par bâtiment, puisqu'il y en a 12, les logements à destination des porteurs de trisomie 21 sont vraiment mis de façon aléatoire. On en a un dans un des bâtiments, 2 dans l'autre et 2 dans l'autre. Donc vous voyez, c'est vraiment mixé aux étages différents. Donc on voulait vraiment créer cette mixité, ce lien entre les personnes, et pas les mettre tout simplement dans un bâtiment, les regrouper entre eux, et puis mettre les logements classiques de l'autre côté. Donc, ils sont vraiment intégrés avec l'ensemble des autres résidents. Et la salle commune est gérée par l'association. Donc, tout le monde a accès à la salle commune via l'association. Il faut bien passer par l'association, et tout le monde est invité pendant les temps conviviaux. On fait également des réunions de temps en temps par rapport en fonction de la vie de la résidence. On fait également des réunions en fin de journée avec l'ensemble des résidents. Donc, tout le monde est convié de la même manière. Il n'y a pas de on va dire, de gestion distincte entre les différents publics. Par rapport au public classique du logement social que vous accueillez dans cette résidence, comment vous faites le lien finalement entre l'habitat inclusif, les personnes qui résident dans l'habitat inclusif, et les personnes lambda du logement social, on va dire ça comme ça, qui intègrent la résidence, pour qu'il y ait une prise en compte quelque part de cette spécificité habitat inclusif? Donc, en phase de commercialisation, dans la recherche de candidats pour ce type d'habitat inclusif, on va dire que la recherche est un peu particulière, puisque même si on est soumis à la réglementation du logement social avec un passage en commission, on fait des entretiens individuels avec l'ensemble des clients potentiels pour ce type de résidence, pour être sûr qu'ils adhèrent bien au projet. Ensuite, lors de leur mise en place dans les lieux, forcément un accompagnement, on les présente. Donc chaque nouveau résident est accueilli par l'ensemble des autres résidents. Et bien sûr, il y a un engagement, on leur fait signer une charte. Donc cette charte, elle a pas une valeur juridique, mais elle a une valeur morale pour nous, puisque à l'intérieur de cette charte, chaque acteur, donc que ce soit le Dinacité, l'association, les résidents s'engagent auprès des autres résidents et auprès des autres partenaires. Donc notamment, c'est une charte de bien vivre ensemble, hein, je l'ai sous les yeux puisque c'était Madame Goujon qui devait la présenter, mais il y a plusieurs valeurs. Donc on rappelle bien les valeurs de la résidence. Donc le bien vivre ensemble, c'est être bienveillant, faire attention aux autres, ainsi de suite. Et voilà, on veut vraiment
que les personnes qui intègrent soient vraiment porteurs, on va dire, du projet, dynamique, voilà, qui soient vraiment à l'initiative. On ne veut pas de personnes qui viennent dans le logement et qui fassent leur vie sans faire attention aux autres, sans partager les valeurs de la résidence. Voilà. Après, ça, c'est au préalable. C'est vrai qu'après, on peut se tromper, mais pour l'instant, pour cette résidence-là, en tout cas, ça roule, tout va bien. Très bien. Sur la possibilité, enfin, parce que vous avez indiqué que vous gériez d'autres résidences, mais alors là, plutôt à destination de public, Personnes âgées, ouais. personnes âgées. Qu'est-ce qui fait vraiment pour vous la spécificité sur ce type de résidence, voilà, dans la gestion, en tout cas, quelles de grandes différences et puis quels conseils éventuellement par rapport notamment à ce qui a été dit par les intervenants précédents, vous pouvez nous donner un peu. Alors, par rapport aux autres résidences, c'est une gestion qui nécessite beaucoup de temps. Il faut beaucoup de présence sur site, prendre le temps d'expliquer aux gens, que peu importe la problématique, que ce soit un problème technique, un problème relationnel, il y a beaucoup d'accompagnement. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des personnes, on peut pas le gérer de façon classique comme une résidence autre. Il faut vraiment avoir une personne impliquée, être au quotidien. Alors, au quotidien, c'est en tout cas être à l'écoute au quotidien en fonction des besoins. Hein. Il y a des semaines où tout se passe bien, on n'a pas besoin d'aller sur site, mais voilà, d'être vraiment présent, d'être à l'écoute, d'accompagner, d'être acteur aussi du projet, parce que c'est vrai que bon, l'association fait beaucoup de choses, mais c'est quand même nous les propriétaires de ces logements, et on doit pouvoir aussi répondre présent à leurs demandes.